Métaphysique à Claude Vandyck. Les anges secouaient leurs 6 ailes de feu. Louis Bouillet. Que le cadavre froid, parmi l'ombre sans borne, sentant glisser les vers dans sa carcasse morne, tressaille au souffle de la mort. Seuls, les êtres formés d'atomes la redoutent. Mais l'âme incorruptible et une enjaillit toute comme un cheval libre du mort. Le mur des sens, mangé par l'insecte et la mousse, la vie éclate comme une clémence douce qui brûle la nuit des remords. Et l'idée pure, dans les voluptés sereines, penche sublimement son front de souveraine, que nul n'outrage, où rien ne mord. Comme le feu des cieux joint les terrestres flammes sur l'aile incorporelle et tremblante des âmes. Mes chers amis, le sujet que je vais apporter ce soir est un des plus difficiles et c'est un véritable maré dans lequel on risque à chaque instant de s'enfoncer. Platon est un des noms les plus célèbres de l'histoire du monde et c'est aussi un des esprits les plus obscurs sous son apparente clarté. Il n'y a pas un Platon, il y en a plusieurs. Il y a le Platon des platoniciens, il y a le Platon des néo-platoniciens, il y a le Platon d'Aristote, il y a le Platon des pères de l'Église, il y a le Platon du Moyen-Âge et il y a le Platon du XXe siècle. Alors ça, il y a aussi en parenthèse le Platon du XVIIIe et celui du XIXe. Bref, à chaque évolution de la pensée humaine, un visage nouveau de Platon apparaît, qui est ce sphinx, ce phénomène étrange aux 1000 visages. Eh bien, nous allons essayer d'abord, sur un plan physique, de décrire à grands traits sa vie. Ce n'est pas si facile que cela, car elle est déjà mystérieuse. À quelle époque est-il né? Eh bien, on hésite. Est-ce en 430, en 429, en 428, avant Jésus-Christ? Et à quelle époque est-il mort? Est-ce en 347 ou bien 344? Non, ça ne va pas absolument. Je ne dirais pas que nous n'en savons rien, mais ce que je peux dire, c'est que toutes les affirmations des historiens peuvent être admises et elles peuvent être aussi contestées. Effectivement, Platon est-il mort à 81 ans? C'est très joli comme date, 8 et 1 égale 9, et dans le mystère des nombres théosophiques et des lames magiques du tarot, 9, par conséquent, représenterait le grand être, c'est-à-dire la lumière voilée. Cela peut correspondre très bien à Platon, qui marche avec une lampe sous son immense manteau et que survole une chouette aux yeux d'or, tandis qu'un serpent, le serpent de la sagesse, le suit en spirale majestueuse. Eh bien, c'est un peu cela, Platon. Mais, oh oui, peut être né et mort, plutôt, à l'âge de 83 ans. Pourquoi? Les historiens antiques déclarent qu'il est mort à 84 ans. Personnellement, je m'aperçois que les grands êtres qui dominent la Terre, par exemple Hugo et Voltaire, sont morts à 83 ans. Il n'y a donc aucune raison pour que Platon, ce Hugo et ce Voltaire de l'Antiquité
incarne la puissance universelle, le souffle infini qui soulève les mondes et les âmes. Je propose donc pour l'âge de Platon 83. Il y a également le fait qu'on ne connaît pas son nom, étant donné que Platon n'est pas du tout son nom. Son nom véritable est Aristoclès. Et il a eu un surnom tout jeune. On a été étonné par l'ampleur de son front rayonnant. Et on l'appelait le large, ou le front large, comme vous voudrez. Platon signifie la largeur. Et cela présente par conséquent l'ampleur de cet esprit qui a emporté le monde dans ses plis fastueux. Il a apporté en effet une multitude de doctrines et nous essaierons plus ou moins de dérouler leur énigme comme on déroule un collier de pierreries. Mais nous commençons par conséquent par son ascendance. Il est né d'une mère et d'un père, bien entendu. La mère remontait à Solon, c'est-à-dire un des 7 sages de la Grèce, et c'est Solon qui, sans doute, lui a transmis, à travers les âges, la fabuleuse énigme de l'Atlantide. Quand on parle de Platon, il y a immédiatement un monde nouveau enseveli sous les eaux glauques du monde, l'océan, qui ressurgit dans son ombre colossale. C'est un de ceux qui a le plus répandu l'idée de l'Atlantide. Et rien que cela suffirait pour en faire un être immortel. Mais il y a également, de par son père, il descendait de Coros, le dernier roi d'Athènes. Il appartenait donc à une famille de nobles, si j'ose dire, à une famille ultra-aristocratique. Ce qui ne l'empêcha pas d'avoir des théories que certains ont appelées purement communistes et que d'autres auront appelées d'ailleurs non pas populaires. Les deux adjectifs peuvent se retrouver dans l'œuvre immense de Platon, pleine de contrastes. Ensuite, comme tous les prophètes, il a été annoncé, car Platon a été annoncé exactement comme Jésus, mais il a été annoncé par Épicarme de Cos, qui était un merveilleux poète. Il avait dit ceci: j'ai montré comment il existe deux mondes, le monde de l'esprit et le monde de la matière, et le monde des essences et le monde des apparences. Je l'ai dit, mais je sais que viendra après moi un être plus grand que moi et qui, dans un style éblouissant et avec une beauté parfaite, enchantera l'univers en répétant ses théories. C'est donc déjà quelque chose qui fait ressembler Platon à tous les maîtres. Car tous les maîtres, Jésus n'est pas le seul, ont été annoncés par des prophéties. La prophétie d'Épicarme de Cos est nette, claire. Les prophéties qui annoncent Jésus sont parfois moins nettes, mais elles existent. Les prophéties sur Bouddha sont nettes aussi. Les prophéties sur Hugo sont d'une clarté éblouissante. On peut dire que tous les maîtres, quels qu'ils soient, sont immédiatement précédés par une lignée de prophètes. Mais Platon, la ressemblance de Platon et de Jésus ne s'arrête pas là.
ce Dieu de la lumière intellectuelle et de la lumière métaphysique était donc le Père de Platon. Voilà qui nous étonne un peu. Maintenant, c'est déjà très beau, mais dès son enfance, il y eut des merveilles. On dit que sur son berceau, les abeilles faisaient butiner sur ses lèvres le miel des pensées, des paroles divines qu'il répandra plus tard sur le monde. C'est une très jolie légende et je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas exacte. Après tout, il y a toujours des miracles autour des hommes prédestinés. Mais sa rencontre formidable, celle qui décida de toute sa vie, fut sa rencontre avec Socrate. Socrate est un philosophe assez extraordinaire, qui est d'une pureté parfaite, d'une intelligence inouïe, et qui, malheureusement, fut condamné à mort par ses concitoyens. C'est une loi de l'histoire, presque. Chaque fois que l'homme exceptionnel surgit, immédiatement la haine des hommes, metteurs ordinaires et traditionnalistes, se précipite contre lui. Je parlais tout à l'heure de Jésus, eh bien, c'est bien ce qui est arrivé à Jésus. Il a été crucifié. Socrate, lui, a été obligé de boire à la cime. Jésus, en effet, était, comment dirais-je, un hors-la-loi, en ce sens qu'il s'opposait à toutes les traditions de son époque. C'était un merveilleux destructeur et un merveilleux constructeur. Moïse déclarait œil pour œil, dent pour dent, et Jésus déclarait, si l'on vous frappe sur la joue gauche, tendez la joue droite, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous font du mal. L'opposition entre les deux ne peut pas être plus extraordinaire. La plupart des êtres s'opposent. Et lorsqu'un narrateur vient, il s'oppose à tout ce que l'on croyait avant lui. C'est dire une loi de l'histoire, c'est ce qui explique que Socrate a été condamné à mort, à boire la cime. Et comme Platon avait une admiration absolue pour Socrate, ceci le bouleversa profondément. Ce fut le second bouleversement que lui apporta Socrate. Car, en plus, la première fois qu'il le vit fut marquée par un miracle, mettons par un rêve. Socrate rêva qu'un oiseau, un jeune cygne, se posait sur ses genoux. Alors il caresse le cygne, et le cygne s'envole dans le ciel avec des chants harmonieux. Le lendemain, Socrate rencontrait Platon et il a déclaré « Voilà le signe que j'ai vu en rêve cette nuit ». Et en effet, les chants de Platon furent en quelque sorte l'enchantement du monde antique. On a déclaré d'ailleurs qu'on pouvait le comparer à Yogananda, Parahamsa, ce qui veut dire le grand signe de l'éternité. Tous les grands maîtres sont comparés précisément à des oiseaux fabuleux, des cygnes, des aigles ou des phénix. Mais après ceci, il suivit avec ardeur l'enseignement de Socrate. Et lorsque Socrate fut condamné à mort, ce fut pour lui une épouvantable tristesse. Il n'aurait jamais cru que cet homme, qui lui paraissait être de nature divine, puisse être condamné, et condamné à mort, parce qu'il ne croyait
croyait pas au Dieu de la tribu athénienne, et par ce qu'il dévoyait la jeunesse. C'était les deux chefs d'accusation que j'avais soulevés contre Socrate. De ces deux chefs d'accusation, le premier est probablement vrai. Socrate croyait assez peu aux dieux traditionnels. Il les englobait dans l'idée d'un Dieu suprême. Et en dehors d'Apollon, qui pour lui était bien l'image même de la divinité, on ne pense pas qu'il crût comme les autres à la foi traditionnelle des dieux. D'ailleurs, c'est également une loi qui se retrouve un peu partout et qui a été appelée ainsi, nommée ainsi par Thaïssatyabhava. Il est impossible qu'un avatar puisse accepter une seule religion. Alors on peut dire que même si Socrate n'est pas un avatar, il s'approche tout de même de la perfection, et il était à peu près impossible d'accepter une seule religion. De même que Platon, et de même que tous les grands. Ensuite, il y avait dans le cas de Socrate quelque chose de particulier qui est passé de Socrate à Platon. C'était l'existence du daimon. Qu'est-ce que le daimon? Eh bien, c'est ce que nous appelons actuellement l'ange gardien. Socrate était absolument persuadé qu'il avait autour de lui un être invisible qui le conseillait, soit à travers des rêves, soit par des paroles qu'il entendait fort bien. C'est exactement l'idée de l'ange gardien. Cette idée qui est une des plus fécondes du christianisme et que le christianisme a emprunté tout simplement au monde hellénique et notamment à Socrate. Effectivement, Socrate donc est mort avec sérénité, mais Platon est resté dans une espèce d'épouvante et il a essayé, en plus de cela, de faire de très grands voyages. Je reviens en arrière. Il a fait plusieurs voyages. Pourquoi? Parce qu'il voulait connaître les mœurs et les coutumes des autres pays. J'ajouterai que ces voyages avaient toujours une signification initiatique. Il est allé
maximale et il s'efforçait d'élargir toute sa puissance. Il y parvenait plus ou moins. Et il se piquait aussi d'être, comme se piquera plus tard Louis XIV, d'être protecteur des arts et des lettres. C'est pourquoi il appela Platon. Mais la rencontre entre ces deux esprits ne fut pas des plus éblouissantes. Platon apportait des idées de liberté, comme c'est le propre de tous les grands hommes, y compris Platon, que l'on a prétendu être du côté des dictateurs. C'est une légende qu'il faut, je crois, dont il faut absolument se débarrasser. Alors, le seul fait d'apporter des idées de liberté dans un monde particulièrement soumis à une dictature tyrannique n'était pas évidemment pour plaire à Denise le tyran. Aussi, que fit-il? Il vendit Platon à un certain Polos, qui était un Spartiate. Il le vendit, comme on vend un esclave. Polos, à son tour, le vendit aux habitants d'Égypte. Mais il est toujours dangereux de toucher à un maître. Et il y a toujours autour des maîtres des protections qui font que leurs ennemis ont souvent des contre-coups. C'est ce que disait Jésus en déclarant à un moment donné: je pourrais appeler 12 légions d'anges, mais je n'en fais rien. Or, Platon, lui, s'est contenté, comment dirais-je, de ne pas haïr ses ennemis. Un des enseignements de Platon, c'est qu'il ne faut haïr personne. Et c'est, je crois, encore une ressemblance avec le Galilée. Enfin, le voilà vendu par Polos. Polos ne tarda pas à être rudement châtié. Il fut d'abord vaincu dans un combat maritime contre une escadre ennemie, et c'est le moyen. Quant à Platon, il arriva à Égypte. Il risquait fort d'être tué, parce qu'une loi a été établie déclarant que tout Athénien qui pénétrait à l'Égypte serait mis à mort. Et Platon était athénien. Heureusement, quelqu'un parmi les juges qui connaissait déjà Platon déclara: mais est-ce qu'un philosophe est un homme? Si Platon est philosophe, il n'est pas homme, et s'il n'est pas homme, il ne peut pas être athénien. Par conséquent, on ne peut pas le tuer. Ce raisonnement n'empêcha pas d'être vendu comme esclave et acheté par Anicéris. Anicéris était un philosophe, mais un philosophe matérialiste. Il ne croyait que aux sensations et il ne croyait pas à la survie de l'âme. Et c'est d'autant mieux. Ce philosophe matérialiste prouvait qu'il était un véritable philosophe. Il acheta Platon et le libéra. Et jamais il ne voulut être, comment dirais-je, il ne voulut jamais recevoir moins d'argent pour l'argent qu'il avait dépensé, en déclarant qu'il voulait avoir, lui, la gloire d'avoir effectivement délivré Platon. Cela n'empêchera pas Platon de retourner en Sicile. Quelque temps après, le vieux Denise le tyran était mort, et son fils, Denise le jeune, lui succéda.
les mauvais souvenirs s'effacer. Alors, le voilà revenu à Athènes, et là, il y a la fameuse histoire amusante, si vous voulez, de son combat avec Diogène. Le tapis que lui avait offert Denis était d'une splendeur inégalable. Et tous les Athéniens venaient dans la maison de Platon pour contempler ce chef-d'œuvre. Et Diogène ne manqua pas de venir, lui non plus, lui aussi plutôt. Diogène était à la fois le rival et l'ami de Platon, et surtout son rival. C'était un cynique terrible, et il voulait donner leçon à cet aristocrate. Quelle leçon? Il commença par marcher pieds nus dans les ruisseaux les plus boueux de la ville. Puis ensuite, il a visité Platon et il marcha avec ses pieds pleins de franges sur le fameux tapis de l'aristocrate Platon, en lui disant « Je fous aux pieds l'orgueil de Platon ». Platon se contenta de dire « Oui, mon ami, mais c'est avec l'orgueil de Diogène », ce qui était une bonne réplique et qui prouvait d'ailleurs que les deux étaient de remarquables dialecticiens. Alors, après que fit Platon? Il y en a, comme je vous l'ai dit, dans tous les pays du monde pour recevoir des initiations. Et il a reçu aussi à Syracuse, où existait un très fort noyau pythagoricien. On prétend qu'il est allé à Samos et qu'il a découvert des manuscrits inédits de Pythagore. Il les acheta à prix d'or. Et grâce à ces manuscrits, il aurait sans plagier Pythagore. Mais en l'imitant, il aurait écrit essentiellement un de ses ouvrages les plus fameux, c'est-à-dire le Timée. Qu'en est-il de cette tradition? Je crois effectivement qu'il a découvert des manuscrits pythagoriciens. Et comme entre Pythagore et lui, il y avait un parallélisme remarquable, il a pu s'en servir, mais sans doute il était capable de retrouver personnellement, car il avait déjà écrit des ouvrages, il était capable de retrouver personnellement des théories plus ou moins pythagoriciennes. On prétend d'ailleurs que vers la fin de sa vie, eh bien, il était revenu aux théories pythagoriciennes. Et on peut dire que son neveu Pseusippe, lui, était notamment pythagoricien. Alors, il y a quand même, comme vous allez le voir, de remarquables théories tout à fait personnelles chez Platon. Quant aux ressemblances entre Platon et Pythagore, eh bien, c'est exactement normal. Étant donné que si vous prenez par exemple Apollon du Diane, vous retrouvez des ressemblances extraordinaires avec Platon et avec Pythagore. Si vous prenez Hugo, vous trouverez des ressemblances extraordinaires avec Pythagore également. Et j'ajoute que si vous prenez Fouilly, vous trouverez des ressemblances étonnantes
ciel. Et comment est-il mort? Après avoir vécu de cette manière-là, nous n'en savons à peu près rien. Il est probable qu'il est mort avec sérénité, comme il a vécu, en rentrant son âme à l'être un et éternel dont il avait proclamé la grandeur sous des formes totalement différentes. Il avait auparavant fondé, il ne faut pas l'oublier, une chose, fondé une église qui était en même temps un temple et qui était aussi une école. Et c'était l'académie. Il a au moins réussi ceci. On avait dit qu'il avait échoué, mais il n'a pas échoué dans la construction de ses ouvrages pyramidaux. Et de plus, il n'a même pas échoué dans la vie pratique, étant donné que cette école eut un succès prodigieux. Et tous les chefs des cités de la Grande et de la Petite Grèce vinrent pour y puiser des enseignements. Ce qui fait que les doctrines, même politiques, de Platon furent en quelque sorte des flammes fécondatrices de tout le monde grec. On ne peut pas dire qu'il est tellement échoué. Ensuite, après lui, l'académie passa entre des mains différentes et il eut comme disciple un personnage extrêmement curieux qui s'appelle Aristote. Aristote resta à peu près 20 ans sur les bancs de l'école platonicienne. Et nous sommes obligés de dire que cet esprit éminent, un des plus grands de l'Antiquité, se trompe pas sous les doctrines de Platon. Et il en fit des critiques qui nous paraissent, mettons, enfantines. Il est vrai que comme il voulait, lui, établir sa propre doctrine, il ferait bien qu'il ne comprenne pas les doctrines de Platon, car s'il les avait comprises, il eût été conquis. Il y a également autre chose, hélas, les philosophes ne sont pas toujours des êtres parfaits. Ils devraient l'être. Mais enfin, il y a quand même la puissance de la matière qui met sa griffe sur leur âme lumineuse. Et Aristote voulait être le continuateur de Platon. Il voulait, après Platon, prendre la direction de l'académie. Et on lui a préféré ce principe, le neveu de Platon, et c'est pourquoi il est parti absolument furieux. Mais enfin, il a quand même rendu hommage à Platon maintes et maintes fois. Quoique Platon ait dit, avec une certaine ironie, ce jeune poulet n'a pu se réaliser qu'en envoyant des ruades à son père. Son père, c'était bien entendu Platon. Et Platon le savait très bien. Le mot, d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'il a employé une métaphore chevaline. Et ne pas oublier que la plupart des grands maîtres ont comme symbole le cheval. C'est à travers les âges que l'on retrouve le même symbole. Ce symbole représente sans doute la rapidité, la force, la puissance de la pensée des maîtres. Voyons maintenant ce qui est advenu par la suite. Je reviens sur un détail assez inattendu. Vous vous rappelez que Platon a été vendu comme esclave. Et vous savez le prix qu'on lui a donné, 30 drachmes.
par-ci par-là d'extraordinaires ressemblances. Quelle est la théorie de Platon? Nous allons le voir. Elle est extrêmement complexe, étant donné qu'il apporte une doctrine sur l'être, sur l'homme, sur la cité, sur Dieu, sur la morale, sur la politique. Il a écrit tout de même 28 dialogues, admirables tous, 14 lettres qui sont également admirables, et très probablement, parmi les dialogues que l'on prétend ne pas être de lui, il y en a qui sont nettement de lui, notamment l'Épinomis, que l'on prétend être un dialogue apocryphe et nettement de Platon, et l'on y voit apparaître tout son élément mystique et, dirais-je, surnaturel. Cependant, il s'est amusé à créer beaucoup de mythes, et c'est pourquoi son esprit a pu paraître assez fantaisiste et assez fantastique. Ses principaux ouvrages, d'après moi, seraient l'Épinomis, le Timée et le Phénon. Mais enfin, il a écrit bien d'autres, et notamment le Phèdre. Alors nous rentrons maintenant dans un détail un peu particulier. Ce Platon est-il un être, comment dirais-je, absolument désincarné, ou bien est-il un être de chair et de sang? Est-ce qu'il s'est marié? Non. En quoi, peut-être, faisait-il preuve de prudence? Mais, de toute façon, il y a eu des compagnes physiques qu'il a couvertes, semble-t-il, de richesse et aussi de poésie, car c'était un admirable poète, et nous savons qu'avant de rencontrer Socrate, il voulait être le grand poète de la Grèce. Un nouvel Homère, en quelque sorte. Puis Socrate lui a démontré, ou semble lui avoir démontré, que la philosophie était supérieure à la poésie. Mais il s'est débrouillé. Et en quelque sorte, tous ces livres sont intermédiaires entre la poésie et la philosophie, de manière à en faire une synthèse transcendante. Eh bien, en dehors des compagnes féminines qu'il a pu rencontrer, on prétend aussi qu'il a rencontré des compagnons. L'homosexualité était d'ailleurs très bien portée en Grèce. Et Platon était probablement tout à fait partisan. On lui connaît semble-t-il, quatre compagnons intimes. Phèdre, Dion de Syracuse, Astre et un certain Alexos.
Dieu vient du mot Deus, vient du mot Zeus. Et on peut se demander si ce n'est pas précisément une image de la divinité. Mais enfin, Dion de Syracuse a réellement existé. J'ajoute qu'à la parole de Platon, il s'est, comment dirais-je, révolté, au moins avec la complicité de Platon, il s'est révolté contre Denis, le jeune, l'a renversé et a pris sa place, pour établir d'ailleurs une sorte de monde pythagoricien, de cité pythagoricienne et platonicienne. Il n'a pas eu le temps de le faire car un de ses meilleurs amis l'a assassiné 2 ans après son accession au pouvoir. La même aventure, mésaventure, mais moins sanglante, est arrivée à Plotin. Plotin, absolument émerveillé de Platon, a demandé à Gallius, l'empereur, de lui offrir une cité. Et Galien accepta très bien et offrit une cité qui s'appela Lotinopolis, et dans laquelle Plotin voulait établir les lois de Platon. Mais il mourut avant d'avoir établi la cité idéale. Il faut d'ailleurs probablement dire que cette cité idéale ne sera jamais établie sur la terre et qu'il y aura toujours des controverses à ce propos. Alors, il semblerait par conséquent qu'il y ait eu une vie affective extrêmement forte. Quand il est mort, on a, comment dirais-je, élevé beaucoup d'épitaphes sur sa tombe. Et je crois que Diogène de Laërce nous rapporte quelques-unes des écritures gravées sur son tombeau, si j'ose dire. Juste plus que tous et demeure irréprochable, si j'ai un homme tout divin, Aristoclès. Si la sagesse a jamais mérité récompense, il obtint la plus grande, car il n'a pas connu la haine. Et vous voyez quelque chose d'assez extraordinaire. Jamais Platon n'a connu la haine. Et c'est encore une ressemblance avec le Galilée, avec aussi Confucius, avec Lao Tzu et avec tous les êtres divins qui se sont succédés sur la terre. Il s'est contenté de dire l'injustice ne
son sein le corps de Platon, mais son âme est chez les immortels bienheureux, l'âme du fils d'Ariston que même les pays lointains honorent et respectent comme un dieu. Alors là aussi, cela fait partie des théories platoniciennes, c'est-à-dire qu'il y avait en nous 3 âmes, et peut-être même 4. La première âme était l'âme instinctive. Elle logeait du côté du foie. Ensuite, il y avait l'âme passionnelle. Elle logeait dans le cœur. Et il y avait enfin l'âme intellectuelle. Elle logeait dans le cerveau. C'est du moins ce que nous apporte, semble-t-il, Platon. Avec des images extrêmement saisissantes. Il représente l'âme instinctive comme une sorte d'hydre avec 1000 têtes, les unes éveillées, les autres dormantes, les unes furieuses, les autres plus ou moins caressantes. Et cette hydre est bien l'image la plus parfaite que l'on puisse donner de notre inconscient, avec ses milliers de tendances invraisemblables qui rouillent au fond de nous-mêmes. La deuxième âme, Platon l'a représentée sous la forme d'un lion et lui donnait comme attribut le courage. Elle était pleine de colère, mais on pouvait la dominer et elle était à ce moment-là courageuse. De même que l'âme instinctive pouvait être dominée et devenait alors l'esclave de la tempérance. Et en même temps, monter de nouvelles vertus. La tempérance, ensuite le courage, l'âme supérieure intellectuelle logée dans le cerveau. Et c'est déjà extrêmement original de la part de Platon de savoir que l'âme était, enfin l'âme, que la pensée avait pour siège le cerveau, alors que la plupart croyaient qu'elle siégeait dans le cœur. Platon admettait que le cerveau était le trône de l'esprit. Et il y avait une quatrième, avec à ce moment-là, une nouvelle vertu qui était l'intelligence ou la sagesse. L'harmonie de ces 3 vertus, c'est-à-dire la tempérance, le courage et la sagesse, formait la justice. Eh bien, toutes ces vertus se sont retrouvées dans la théologie chrétienne. Effectivement, il y a les vertus cardinales et les vertus théologales. Alors, parmi les cardinales, vous avez la justice, la sagesse, le courage et la prudence, c'est-à-dire les vertus qu'avait déjà donné Platon. Il a donné peut-être une en plus. Ce serait, mais on ne sait pas si c'est, comment dirais-je, exact ou non, en dehors de la justice qui a harmonie de tous, il a porté une nouvelle vertu, car, disait-il, au-delà de notre âme, il y a l'âme du daimon qui nous conseille et nous remplit de son rayonnement. Et nous ne pouvons pas savoir si cette âme est indépendante de la nôtre ou si elle est la fine pointe de l'âme humaine qui deviendrait alors l'âme divine. La théorie de Platon était donc assez complexe et rappelle les théories antérieures, des théories plus ou moins semblables, mais qui étaient beaucoup moins complexes, beaucoup moins réfléchies que la sienne.
7 étaient mortels et 3 immortels. Platon se contentait de dire qu'il y avait 3 âmes, dont 2 étaient mortels et la 3e immortelle. Il fallait donc, comment dirais-je, qu'il y ait une hiérarchie dans l'être humain, et cette hiérarchie, l'âme humaine commandait l'âme animale, qui finissait par commander aussi l'âme instinctive. Cela formait en quelque sorte 3 étages et même 4 étages différents. On avait déclaré, Platon avait essayé de donner une définition d'ailleurs de ce que pouvait être l'âme. L'homme d'abord. Et il avait donné une définition un peu terriblement étroite. Il avait déclaré que l'homme était un animal à 2 pattes et sans plumes. Ce qui fait qu'un Tistère, un beau jour, prit au coq, lui enleva toutes ses plumes et le jeta dans les pas de Platon en disant « Voilà l'ombre de Platon ». Mais cette plaisanterie prouvait quand même qu'il n'avait pas compris Platon. Car en plus de ce côté, mettons, purement physique, Platon admettait l'âme éternelle et divine en nous. Ce que faisait cette âme, nous le verrons plus tard. Il y a d'autres. Aigle, quelle tombe survoles-tu, dis-moi? De quel Dieu regardes-tu la demeure éthérée? De l'âme de Platon s'envolant vers l'Olympe, je suis l'image. Son corps est dans le sol attique. Oui. Alors la première image, évidemment, c'est l'aigle. On représente beaucoup, sous forme d'oiseau, l'âme de l'homme. C'est ou l'aigle, ou la colombe, ou tout autre animal, comment dirais-je, et il est gigantesque. Vous vous rappelez peut-être, mais sous toute réserve, que lorsque Jeanne d'Arc fut brûlée à Rouen, on vit sortir de sa bouche une colombe étincelante. Effectivement, je dois dire que la plupart des êtres humains, quand ils voient, si j'ose dire, leur âme, la voient sous une forme d'oiseau. Effectivement, il y a entre l'oiseau et l'âme une ressemblance. Et Platon, d'ailleurs, prétendait à un certain moment que l'âme descendait d'une étoile et prenait d'abord la forme d'un oiseau avant de devenir un être physique. L'oiseau était déjà physique, mais l'oiseau était supérieur parce qu'il volait, et ensuite l'âme prenait une forme rampante et finissait par devenir un être humain. C'est plus compliqué que cela. Et je résume d'une manière, comment dirais-je, très étroite, la théorie platonicienne. Mais je ne la trahis pas. Et il semble que, pour lui, il y avait toute une série d'êtres différents, étagés les uns sur les autres. Il y avait d'abord les êtres volants, ensuite les êtres qui vivaient dans la mer, les êtres qui vivaient
et penser comme des animaux, et à ce moment-là,